bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler un peu d'international. Est-ce que vous avez bien suivi là tout ce qui s'est passé récemment au Proche-Orient? Vous avez peut-être entendu parler d'escalade, de riposte, d'embrasement, d'opérations au sol, de missiles. Mais est-ce que c'est bien clair tout ça? Ouais, Gaza, le Liban, Tsahal, le Hezbollah, le Hamas, les milices chiites, les proxys de je sais pas quoi. Vous vous y retrouvez, c'est bon? Pour vous y retrouver, vous avez peut-être dû regarder de longues émissions sur Blast, des entretiens par exemple avec des spécialistes. Pour avoir quelques éléments de contexte, vous êtes peut-être allé fouiller sur la chaîne YouTube d'Arte. Il y a des ressources, comme ce docu sur le Liban, ou celui-ci sur les ministres d'extrême droite alliés de Netanyahou. Mais la plupart des gens ne font pas ça, et on le comprend bien. C'est de l'investissement, ça demande du temps. Les gens, pour s'informer, ils regardent la télé. Je sais qu'on entend beaucoup que les gens regardent de moins en moins la télé, parce qu'ils sont sur leur téléphone, ils s'informent autrement, TikTok, je sais pas quoi, mais non, c'est pas vrai. Les gens, ils regardent toujours la télé, et en particulier les grandes chaînes, le JT des grandes chaînes, le 20h, ça reste une source d'information essentielle pour les Français. Et c'est pour ça que les journalistes de télévision ont une responsabilité particulière quand ils informent. Ils le savent. Ils savent qu'ils doivent être clairs, qu'ils doivent être pédagogues, et particulièrement sur les sujets internationaux, souvent bien plus difficiles à appréhender pour le spectateur moyen. D'autant plus que ça l'intéresse pas toujours, le spectateur moyen, et puis quand ça l'emmerde, il zappe. Bah oui, c'est normal. Et c'est pour ça que sur TF1, on a choisi depuis longtemps de remplir les JT de sujets plus concernants, comme on dit. Plus de pâtes aux pas lourdes à la carte. Pour ces habitués, habitants de la région, c'est un crève-cœur. Bon, par contre, sur France 2, il y a un effort, c'est le service public quand même. Et quand on analyse les JT, en principe, on choisit celui de France 2, c'est celui-ci qui va être scruté. C'est ce que j'avais fait moi-même dans un épisode de Mes chers contemporains en 2016. À l'époque, je parlais déjà de la place de l'international qui avait considérablement reculé ces dernières décennies pour laisser la place aux sujets nationaux, voire aux sujets conso. Et puisqu'aujourd'hui on va vous parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, et bien évidemment on va commencer par évoquer les travaux les plus récents sur le sujet à propos du JT de France 2. Célia Chirol, doctorante en sociologie, a analysé du 8 au 14 janvier 2024 3 JT, celui de TF1, celui de France 2 et celui d'M6, pour voir comment ils nous parlaient de Gaza et des bombardements que la population subissait depuis alors 100 jours. Le titre de son article était éloquent, 29 secondes pour 100 jours. Vous pouvez le retrouver sur son blog, à la TV sur ma TV. La chercheuse a mesuré le temps accordé au sort des Gazaouis sur une semaine, elle a pris 20 JT. Résultat, 5 secondes sur TF1, 10 secondes sur M6 et 14 secondes pour France 2. France 2 a fait une phrase plus longue à un moment. Cette couverture de Gaza est une énième démonstration de la valeur donnée aux vies en fonction de leur existence géographique. Celle des Palestiniens n'est pas même nulle, elle est inférieure. Qu'importe même qu'elle soit journaliste ou enfantine. Le 11 janvier, France 2 va diffuser un sujet sur le bombardement russe d'un hôtel en Ukraine. Il n'a fait aucun mort, mais la chaîne va s'y attarder pendant 3 minutes, en insistant sur le nombre de blessés, parmi lesquels des journalistes. Un mois après la parution de cet article, le site Arrêt sur Image a pris la suite de Célia Chirol et a sorti un article intitulé cette fois TF1, France 2, 29 heures de JT, 5 minutes pour les Gazaouis. Le bilan était toujours le même, les Palestiniens étaient toujours absents des JT, invisibilisés. Quand ils étaient évoqués, ils étaient réduits à des chiffres. Bref, les bombardements israéliens et leurs conséquences ont peu intéressé les médias français. Tout ça, on l'a documenté dans Rhinocéros. Acrimed est revenu dessus en long, en large et en travers dans son émission pour Blast, 4e pouvoir. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui. Alors, quelle ne fut pas notre surprise quand France 2 a diffusé dans son JT du vendredi 4 octobre ce sujet, ce grand format même, sur le sort des Gazaouis. Plus de 41 000 morts, selon le Hamas. Nous avons entrepris de raconter les conditions de vie dans ce désastre et de donner un visage à certaines de ces victimes civiles. Des ruines, ça on en avait déjà vu. D'ailleurs, en général, quand on parle de Gaza, c'est tout ce qu'on voit. Des images de drones qui survolent des gravats. Mais là, France 2 avait choisi de nous émouvoir avec le sort des victimes, et d'une en particulier. Tala, 10 ans. Je suis palestinienne et je vis dans la ville de Gaza. Les Gazaouis l'appellent désormais la fillette au roller. Cette histoire, ça faisait déjà un mois qu'elle avait fait le tour du monde. Même le Parisien et 20 minutes l'avaient évoquée dès le 5 septembre. Alors France 2 a tenté de rattraper son retard et de nous proposer d'autres témoignages, comme celui de cette grand-mère et de sa petite-fille, seule survivante d'une famille qui a été tuée par les bombes. Des enfants qui avaient 1 an, 2 ans, 5 ans, bombardés alors qu'ils étaient en train de dîner. Des innocents, ils ne peuvent pas être des combattants. La voix off nous livre tout de même la version de l'armée israélienne. Si les témoignages sont certes accablants, il ne faudrait pas que France 2 soit suspecté de traiter le sujet de manière trop partiale. Israël explique avoir pilonné ce quartier est de Khan Younes parce que des hommes du Hamas s'y cachaient. La vieille dame assure que le père de cette orpheline
n'était pas un combattant. Enfin, le sujet évoque le sort des civils toujours coincés, refoulés vers les plages, désorientés et manifestement à bout. Il n'y a aucun endroit où être en sécurité. J'ai peur des Israéliens et de la mer qui va nous atteindre. Et on ne peut aller nulle part ailleurs. Voilà le genre de reportage qu'on aurait aimé voir plus tôt, et pas au bout d'1 an. D'ailleurs, pourquoi maintenant? Pourquoi il a fallu 1 an pour qu'on nous montre de Gaza autre chose que des gravats vus du ciel? Est-ce que le sujet de Gaza est devenu moins sensible maintenant que tous les regards sont tournés vers le Sud-Liban, vers le Hezbollah, vers l'Iran? Difficile à dire. En tout cas, ce sujet a été diffusé à la fin d'une semaine critique au Moyen-Orient, marquée par les missiles lancés depuis l'Iran et le début de l'invasion du Liban par Israël. Alors on s'est demandé comment le JT de France 2 avait raconté toute cette semaine justement, avec quelles images, avec quel point de vue. La vraie question qu'on s'est posée, elle est simple. Est-ce que France 2 a écouté les critiques qui lui avaient été faites pendant 1 an? Ou est-ce qu'encore une fois, c'est le narratif d'Israël qui s'est imposé tout naturellement? Donc voilà, on a regardé pendant 1 semaine le 20h de France 2, comme d'habitude, encore une fois, originalité zéro. Non mais il faut le faire ce travail. En plus, le JT de France 2, on a dit que c'était un des moins pires, donc c'est intéressant. D'autant plus que maintenant, le JT d'Anne-Sophie Lapix, il dure 1 heure. C'est la nouvelle formule de la rentrée, on a du rab. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2, 1 heure d'infos, de reportages et d'enquêtes. Dans le journal Le Monde, le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Cara, explique cette décision d'allonger le journal en disant qu'il veut prendre le temps de l'information et que cela va sans doute à contre-courant d'une époque faite de raccourcis. Il indique aussi vouloir faire plus d'enquêtes. Alors ça c'est marrant parce que c'est ce même Alexandre Cara qui avait dit qu'il fallait arrêter d'enquêter sur les personnalités politiques au moment des européennes et ce contre l'avis de la rédaction. À ce moment-là, il disait vouloir donner plus de temps au débat. Et puis c'est vrai que les enquêtes c'est compliqué, ça fausse les comptages de temps d'antenne et tout, puis c'est des problèmes. Cette décision est arrivée après un complément d'enquête sur Jordan Bardella et juste avant des émissions prévues sur Alexis Kohler, Rachida Dati et Gabriel Attal. Oh merde, dis donc, les 3 copains de Macron. Et du coup, on n'a pas eu les enquêtes. J'aurais bien aimé avoir l'enquête sur Gabriel, moi. Ah, dans les JT, j'ai trouvé ça. Gabrielle, la plus imposante des cloches, va être hissée à 70 mètres du sol. Mais ça doit pas être ça. Non, ça doit pas être le même Gabriel qui se fait monter en l'air, là, je sais pas quoi. Quand l'annulation de ces enquêtes a été officialisée, on pouvait aussi lire dans Le Monde la réaction de Serge Simineau, délégué du syndicat national des journalistes. Le signal envoyé par le directeur de l'information est inacceptable. Le lien que fait la direction entre le travail journalistique d'investigation et la crainte pour le débat démocratique est pour le moins incompréhensible. Une autre corrobore, cela n'est pas normal de mettre en concurrence l'enquête et le débat politique, les deux doivent cohabiter. Tout ça est donc assez contradictoire. Vous promettre plus d'enquêtes dans le JT tout en sabotant les émissions d'enquête, c'est étonnant. Étonnant. Surtout que c'est pas spécialement ce qu'on attend du JT, des enquêtes, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai qu'on attend plus des décryptages, des cartes, des graphiques, de l'actu chaude, du reportage. Les enquêtes, elles ont leur propre émission à France Télé, un complément d'enquête, cache investigation, envoyé spécial. Est-ce que ces émissions sont en danger? Hein? Est-ce qu'ils vont pas finir par nous dire « Oh ça va, ces émissions-là, vous en avez dans le JT des enquêtes ?» Pas besoin là. Mais revenons à notre JT de 20h. La semaine qu'on a étudiée s'est donc ouverte avec le lundi 30 septembre. Ce jour-là a été marqué par l'entrée de l'armée israélienne au Liban. Au Liban, pour la première fois, les Israéliens ont frappé au cœur de la capitale, Beyrouth. Première phrase est déjà une formulation particulière. On dirait que c'est la première fois que Beyrouth est visée par les Israéliens, alors que c'est pas du tout la première fois qu'Israël attaque le Liban. Oh, vous verrez que de toute façon, le contexte historique, on s'en branle. Ceci dit, ces derniers jours, j'ai aussi entendu pire comme formulation. J'ai déjà entendu des trucs style « des frappes se sont abattues sur la banlieue sud de Beyrouth ». Et là-dedans, t'as tout. Les frappes, déjà, elles s'abattent toutes seules. La banlieue sud, alors déjà que la banlieue, on s'en branle, mais alors la banlieue de Beyrouth, sud, Oui, alors que ça veut juste dire qu'Israël est en train de bombarder la capitale du Liban. Oui, mais tu vois, dit comme ça fait belliqueux. C'est pour ça que là, on va être attentif au vocabulaire. C'est important, le vocabulaire. Ils visaient un groupe armé palestinien. Les bombardements se sont poursuivis toute la journée. Ils ont fait au moins 25 morts. Le Hezbollah, de son côté, poursuivit ses tirs de roquettes vers le nord d'Israël. Israël visait un groupe armé de Palestiniens, mais il n'est pas précisé que ce jour-là, 109 Libanais sont morts, dont des civils. Oui, bah non, elle a dit plus de 25 morts, donc techniquement, il y en a plus de 25, mais elle n'a pas donné ces chiffres-là. Tu les tiens où, ces chiffres? C'est des chiffres du Hezbollah? Non, c'était ceux de France Info le jour même. Eh ben ça colle pas. Ça colle pas parce que dans le JT, moi j'ai entendu que les frappes, elles étaient hyper précises. Une frappe d'une grande précision au cœur même de Beyrouth. Cible du drone israélien dans cet appartement pulvérisé, 3 membres d'un groupe palestinien, qualifiés de terroristes par Israël et les États-Unis. 109 morts, dont des civils, pour 3 Palestiniens armés. Ah, c'est vrai que dit comme ça fait pas très précis. Bah oui, c'est pour ça je comprends pas. Je comprends pas, en plus ils le répètent, ils disent c'est très précis, vous allez voir. Le doute a gagné le cœur de Beyrouth, des Libanais qui craignent de plus en plus que ces frappes très précises
ne soit le prélude à une prochaine incursion terrestre des forces israéliennes. Bon, dans la propagande de guerre, si on vous parle de frappes très précises, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que c'est nos frappes à nous ou celles de nos alliés. C'est vieux comme la guerre en Irak et l'invention du terme frappe chirurgicale. Une bombe, c'est pas précis. Une bombe, ça tue les gens qu'il y a autour. Donc si on vous parle de frappes précises, on se fout de votre gueule. Mais attention, c'est pas fini. Saurez-vous débusquer vous-même le prochain élément de langage issu directement de la communication d'Israël ? Cet après-midi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exhorté Israël à s'abstenir de toute incursion au Liban, même appel de l'ONU. Et pourtant, ce soir, Maryse, une opération terrestre limitée serait imminente. C'est une formulation qui a été reprise par beaucoup de médias. Opération terrestre limitée, pour dire invasion en fait. Oui, mais ça fait mieux quand même. Ça fait vraiment, ils viennent, ils font leur truc et ils se cassent quoi. C'est Oui. limité, c'est raisonnable. Ils font que passer, quoi. Ils font que passer quasiment. Le lendemain, mardi 1er octobre, le journal s'est ouvert sur les missiles lancés par l'Iran sur Israël. C'est très rare qu'un JT commence par un sujet international. Et quand il s'agissait des attaques contre les Libanais, le sujet n'était qu'en 5e position après d'autres reportages. Mais là par contre, on a de bien belles images en HD dès l'ouverture. Jérusalem, un état d'alerte maximal. Donc, le cabinet de sécurité du gouvernement s'est même réuni dans un bunker ici à Jérusalem. C'est une première depuis le 7 octobre dernier. Là, les images étaient très impressionnantes. Rapidement, on a eu le correspondant sur place et puis ensuite est arrivé sur le plateau Étienne Lénart, directeur adjoint de l'information de France 2. L'Iran peut dire « c'était notre réponse à l'attaque contre le Hezbollah et à la mort d'Hassan Nasrallah ». Désormais, nous sommes quittes, sauf que personne n'imagine une seule seconde qu'Israël qui est engagé dans un bras de fer avec à la fois l'Iran et puis les mouvements qui le soutiennent dans la région, va en rester là. Dans cette logique, Israël n'a pas d'autre choix que de riposter, et de riposter sur le territoire iranien. Pourquoi ? On veut savoir, nous, pourquoi Israël doit riposter ? Tous les missiles quasiment ont été interceptés, il n'y a pas eu de mort à Jérusalem ou à Tel Aviv, il y a eu un Palestinien qui a été tué en Cisjordanie, mais pourquoi ça demanderait une réponse immédiate d'Israël, une réponse violente tout de suite maintenant ? Il n'y a que l'escalade qui est envisagée. Alors nous, on se doute bien que oui, Israël va répondre, mais pourquoi ce mec de France 2 vient nous dire qu'il n'y a pas d'autre choix possible, que c'est comme ça ? Nous, on est peut-être naïfs, mais on se dit qu'il faudrait peut-être que ça s'arrête à un moment donné, non ? En tout cas, dans le JT, ce soir-là, quasiment tous les reportages nous expliquent qu'Israël doit attaquer ses voisins. Celui-ci, par exemple, mêle des images tournées par l'armée israélienne et des images de nos journalistes français. Là, ils sont en voiture avec un agriculteur israélien qui considère qu'il faut attaquer le Liban pour se défendre du Hezbollah. Cet agriculteur explique pourquoi, selon lui, Israël a raison de mener cette guerre terrestre au Liban. Vous entendez ? Il frappe sur la ville de Methoula maintenant. Il tire sur nous. Nous, on veut la paix. C'est pas Israël qui tire sur le Hezbollah, ce sont eux. Bon voilà, lui c'est un mec du coin, il dit on en a marre, faut leur péter la gueule. Bon ok. Bon alors juste après, tu vas voir, les journalistes français sont allés à un point presse de l'armée israélienne. L'opération communication de l'armée pour dire que ce n'est pas une invasion, mais des incursions. Ces munitions ont été prises au Hezbollah lors de raids ciblés ces derniers mois. Il s'agit de finir ce travail, disent les autorités israéliennes. Et là, c'était pas mal, parce qu'ils ont quand même expliqué que l'armée ne voulait pas parler d'invasion, et qu'elle voulait qu'on parle d'incursion. Et puis ensuite, on est allé retrouver celui qui a été omniprésent sur nos télévisions cette année, en particulier sur BFM TV. On vous a déjà parlé de lui, c'est Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne. Il faut aller chercher les embouchures des tunnels, comme celle-ci par exemple, qui est invisible du ciel. Dans ce petit reportage, tout justifie, mais sans jamais le dire, l'invasion de l'armée israélienne au Liban. L'opération terrestre limitée. Et on est convaincus, parce que là, on a vu le gars du coin qui nous dit qu'il faut y aller, on a vu les armes saisies, on a vu des images de l'armée israélienne, enfin c'est très convaincant. Mais on va quand même rajouter le témoignage d'un autre habitant, et puis encore quelques images de l'armée israélienne. C'est une bonne chose tout ça, ça aurait dû être fait depuis longtemps car le Hezbollah nous surplombe. L'armée israélienne publie aujourd'hui ces images de bombardement des positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Elle montre aussi ces tunnels creusés par la milice. Et pour terminer sur cette séquence, on retrouve Maryse Burgot, grand reporter, célèbre journaliste présente sur place, et vous allez voir, elle utilise bien le mot que souhaite entendre l'armée israélienne, le mot incursion. Ces militaires israéliens doivent sécuriser 60 km de frontière avec le Liban. Il y aura donc de nombreuses incursions et de nombreux combats. Bon, en même temps, elle est près du front, elle a son gilet pare-balles et tout, enfin ça doit être un peu angoissant, puis elle collabore, elle travaille avec l'armée israélienne, c'est son boulot, donc on peut comprendre, c'est facile, nous, de juger, évidemment, depuis nos locaux. Bon, et de l'autre côté de la frontière alors, est-ce que France 2 a couvert le côté libanais ? Eh bah oui, mais que avec des expats français.
ceux qui peuvent choisir de rester ou partir. On ne tendra pas le micro à un Libanais. Et à la fin du JT, le reportage de l'attaque iranienne sur Israël est à nouveau diffusé tel quel et on retrouve encore le même correspondant qui répète presque les mêmes choses. Et donc on continue notre semaine, on arrive au mercredi 2 octobre. Ce jour-là, 8 soldats israéliens ont été tués lors de l'incursion au sud Liban et France 2 a choisi de nous diffuser les portraits de ces soldats. Évidemment, ça n'avait pas été fait pour quelques Libanais que ce soit en début de semaine, mais voilà. 8 morts selon l'État hébreu. Voici leur visage. Âgés de 21-23 ans, ces soldats auraient perdu la vie dans une embuscade tendue par le Hezbollah. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de ça l'année dernière, les soldats israéliens sont toujours très humanisés. On a droit à des portraits d'eux ou des témoignages de leur famille, bref. Le mardi 1er octobre, la veille, on vous le rappelle, l'attaque des missiles iraniens avait fait un mort. Le même jour, Israël avait tué 46 Libanais. Mais pourtant, c'est aux Israéliens qu'on consacre des reportages compatissants. On essaie de garder une vie normale, on ne peut rien faire de toute façon. Je crois qu'il est temps de régler son compte à l'Iran. Retour au Liban et à nouveau on nous parle des Français qui seront rapatriés. On a quand même le droit à un reportage et enfin quelques paroles de Libanais. Alors on vous a fait une compilation d'extraits où les journalistes avertissent le spectateur qu'il doit garder son esprit critique car il y a des opérations de communication de la part du Hezbollah, des journalistes militants, etc. Dans le quartier chiite de Beyrouth, pour un reportage très encadré. Nous sommes invités à filmer les décombres de cet immeuble. Une opération de communication inédite. Des accusations que nient les habitants du quartier, encouragés à témoigner. On ne peut pas stocker des missiles et des lance-missiles dans un endroit aussi peuplé de civils. Les Israéliens veulent nous tuer et nous faire partir de chez nous. Alors, c'est très bien d'indiquer au spectateur qu'il faut qu'il se méfie de ce qu'on lui montre, qu'il y a une part de propagande, de communication, bien sûr, c'est très bien, mais ça pourrait être fait dans pas mal d'autres reportages. Ce mercredi, le grand format du JT, vous savez, ce reportage qui dure 8 minutes, a été consacré aux Israéliens. France 2 a choisi de nous parler des 15 derniers jours. Les 15 jours qui ont suivi l'attaque au beeper piégé par Israël. Gaza ne sera pas évoqué une seule fois, la voix off raconte les faits comme une succession d'événements sans lien. Après ce reportage, Anne-Sophie Lapix va recevoir le grand reporter Valérie Lerouge et ensemble ils vont se demander comment Israël pourrait répliquer contre l'Iran. Alors ils vont nous rassurer, Israël a du bon matos, il devrait s'en sortir. Normalement, ça devrait bien se passer, pour Israël en tout cas. Et nul doute que dans les jours qui viennent, Israël va vouloir frapper à son tour. Alors si vous aviez encore un doute sur la capacité d'Israël à obtenir du renseignement très précis et à frapper très fort jusqu'en Iran, souvenez-vous de cette photo, c'était à Téhéran, c'est l'immeuble où le chef du Hamas palestinien a été tué lors d'une de ses courtes visites à Téhéran. La chambre avait été piégée 2 mois auparavant. Alors autant vous dire qu'Israël n'aura pas trop de difficultés, s'il le souhaite, à cibler des sites symboliques et stratégiques. En France, on a quand même tendance à trouver tout hyper précis dès que c'est les Israéliens. Parce que je me souviens que l'opération des beepers, ils nous avaient dit « Waouh, coup de génie du Mossad, hyper technique, hyper précis », alors que ça avait quand même fait pas mal de victimes civiles et que j'ai quand même la conviction que si le Hezbollah avait fait la même chose, on aurait parlé de terrorisme aveugle ici. Écoute, là ils ont dit c'est précis, les renseignements sont précis, les frappes sont précises. Oui, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Ah ouais. Et on arrive au lendemain, le jeudi 3 octobre. Fini la une du JT, là il faudra attendre 15 minutes pour avoir un mot sur la situation dans la région. On aura évidemment un petit point sur les expats français au Liban et c'est tout. Et ça nous amène au vendredi, avec ce grand format sur Gaza qui nous avait interpellés. A noter que le vendredi, c'est animé par Laurent Delahousse et que cette fois, il aura fallu attendre une demi-heure pour avoir des nouvelles du Moyen-Orient. Oui, c'est tombé le jour de la mort de Michel Blanc, donc c'est ça qui a accaparé une bonne partie de la soirée. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, l'émotion depuis l'annonce de la disparition brutale de Michel Blanc. Grosse fatigue pour ceux qui attendaient des nouvelles du Liban, donc. Faut croire que tous les bronzés ne se valent pas, mais les plus patients auront quand même eu le droit à des témoignages de Libanais ce jour-là, un peu plus tard. Pourquoi seulement des familles, des petits-enfants? Il n'y a plus de soldats ici. Tous les soldats sont au sud. Et puis enfin, la journaliste Stéphanie Pérez va nous donner des chiffres pour la première fois de la semaine. Oui, Israël tue beaucoup au Liban. Peut-être que les frappes ne sont pas aussi précises qu'on pourrait le croire si on regarde un peu trop le JT de France 2. En un an au Liban, les hostilités entre le Hezbollah et Israël ont fait 1900 morts et 9400 blessés. Un bilan qui s'est nettement alourdi depuis 10 jours et les bombardements israéliens sur le pays. Le bilan à faire de cette semaine, il est compliqué, il est nuancé. Bon, déjà, ce qu'on note, c'est que les éléments de langage de l'armée israélienne infusent bien. On parle quand même beaucoup de frappes très précises, vous l'avez entendu. On parle d'incursion, puisque apparemment, faut parler d'incursion. Enfin, vous avez vu, c'est compliqué tout ça. Ceci dit, quelque chose semble avoir changé. La poussière est retombée sur Gaza et au bout d'1 an de massacre, il devient plus difficile à Israël de faire croire que pendant tout ce temps, il ne se livrait qu'à des frappes très ciblées sur des cibles très précises, qu'il ne visait que le Hamas.
Chose étonnante, le lundi suivant, à savoir le jour de l'anniversaire du 7 octobre, c'est aux conséquences de l'attaque que le journal de 20 h d'Anne-Sophie Lapix a choisi de consacrer un grand format. Plus de 8 minutes sur l'année d'errance du contact de France 2 à Gaza, Ramia Boudjamous. C'est son histoire que nous allons vous raconter avec les images qu'il a lui-même filmées. Ici, enfin, les Palestiniens ont des visages, des noms, des enfants. On les suit d'un déplacement à l'autre, on constate la misère, on ressent le danger. Ouais, t'as vu Baba, ils ont tout bombardé. Malgré le danger, Ramia Boudjamous continue de filmer. Mon Dieu, c'est pas possible. Quand ils trouvent leur voisin, Abou Ahmad bouleversé. On aurait dû rester chez nous, mon fils. L'armée israélienne est invisible, mais omniprésente. C'est elle qui menace, qu'on craint à chaque coin de rue. C'est elle aussi qui ordonne aux populations de se déplacer encore et encore. À Walid, Ramia Boudjamous continue de faire croire qu'il s'agit d'une aventure. Mais au fond de lui, il vit cette installation comme une souffrance de plus. Tu peux pas avoir des couches pour ton fils. Tu vois ton fils, tu as peur d'avoir des coups dans ses cheveux parce qu'il n'y a pas de shampoing, il n'y a plus rien. T'as peur, c'est ça ce qu'on appelle l'humiliation. Alors combien de morts à Gaza? On le sait toujours pas. Combien de corps sous les décombres? Tout ça, ça n'a pas encore été comptabilisé. En tout cas, on ne le saura pas ce soir-là sur France 2. Mais ce grand format valait vraiment la peine d'être vu. Aux 20 h, à 1 heure de grande écoute. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à France 2 ? Et surtout, est-ce que la chaîne entend continuer à marquer sa différence dans le traitement d'un conflit si maltraité jusque-là ? Évidemment, on salue l'effort, même si on a envie de demander à la rédaction de quand même rester assez vigilante sur les éléments de langage, qu'elle continue à relayer assez mécaniquement, et particulièrement en fait quand la situation se tend entre Israël et ses nombreux ennemis, quand c'est chaud. En tout cas, ce qu'on se dit au final, c'est qu'il aura quand même fallu 1 an pour que France 2 prenne en compte les nombreuses critiques qui ont été adressées aux médias français là-dessus. 1 an et des dizaines de milliers de morts côté palestinien. On se retrouve dimanche dans 2 semaines.